et rendez-vous au premier virage. Et oui, tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se tente d'accrocher. C'est prévisible, c'était prévisible. Les pros, c'est champions du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où il va. Okay, Lewis, it's hammer time. Accélère! Accélère! Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. It is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver et on vous remercie de nous suivre et de nous écouter. Alors comme vous en êtes peut-être rendu compte, on a un jour de retard pour notre émission. Et oui, c'est parce que nous avions des informations de première main sur le remue-ménage qui agite la Formule 1 cette semaine. Et on s'est dit que ça valait la peine d'attendre un petit peu pour enregistrer. Et oui, en effet, nous avions notre cher Gerhard Berger qui était envoyé spécial à Silverstone tout le week-end, qui était même invité au barbecue de Christian Horner le dimanche soir. Et puis il y avait aussi dans l'équipe Charles Carrefour qui boit beaucoup de Red Bull et qui avait des nouvelles de première fraîcheur. Alors de quoi allons-nous parler ? Ça y est, il y a Christian Horner qui est viré de Red Bull et qui est remplacé par Laurent Mekies. Alors pourquoi, comment, où va-t-on ? On va en parler. Il y avait aussi l'histoire de Verstappen chez Mercedes. Il y a McLaren qui signe un doublé avec une victoire de Norris. Alors est-ce que ça y est, Lando s'est mis en configuration de champion ou pas ? On en parlera aussi. La pluie qui a fait des heureux avec Hülkenberg, Gasly ou encore Stroll, mais ce fut terrible pour les rookies. Et puis on a à la fois aussi encore Ferrari qui est à la fois loin et proche des résultats espérés. Et puis peut-être aussi parler d'Alpine qui, malgré le résultat de Piero Gasly, semble naviguer à vue. Autour de moi, Jacques Lafritte. Pour parler de tout ça et de bien d'autres choses, on retrouve Lance Niol, de retour en mode Ligue des Champions. Ah non, en mode Coupe du Monde des clubs de football. Comment ça va ? Bah ça va bien. Petite demi-finale qui se passe plutôt bien pour l'instant. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait énormément à dire sur le petit monde de la Formule 1 à cette moitié de saison, parce que oui, nous avons fait la moitié de la saison. Fut un temps, c'était quasiment la saison complète, hein, mais là on a fait que la moitié. Donc Okay. Pas mal de choses à dire. Et pour une fois, je vais pas spoiler tout le reste de l'émission. Et puis avec nous aussi Suzanne Lou qui nous a promis de parler comme un canard. Comment ça va ? Bonjour, je vous ai réservé ma plus belle voix exprès. Je peux faire des petites percussions avec de la toux. C'est ce Grand Prix, la pluie de Silverstone, la victoire d'Hulk, ça m'a tellement ému que j'ai plus de système immunitaire. Et puis avec Ta nous, voix sera toujours beaucoup plus suave que la mienne, Suzy. Avec nous aussi Takuma Sado qui n'est pas un cow-boy texan. Je me demandais où est-ce que tu allais avec ce début de phrase. Oui, non, toujours pas un cow-boy texan. Non, bonsoir. Je tiens à dire à notre chère Suzanne qui est malade, certes, qui est déjà en avance puisqu'elle nous prédit une victoire d'Hülkenberg. A-t-elle vu les astres ? A-t-elle des informations que nous n'avons pas ? Écoutez, mettez donc de l'argent sur Hülkenberg dans la 4e, apparemment, hein, c'est le cheval gagnant. Non, c'est le Turfus, c'est en 2026 avec Audi, c'est pour ça. Ou alors, justement, on peut faire le lien avec notre premier sujet, avec Red Bull, pourquoi pas prendre la suite de Max Verstappen qui irait chez Mercedes avec, justement, départ de Christian Horner chez Red Bull, remplacé par Laurent Mekies qui était team principal chez Racing Bulls. C'est une nouvelle qui vient de tomber, on va dire, globalement. On savait que c'était compliqué pour Christian Horner. Déjà, il y avait eu les problèmes avec ses affaires extrasportives qui l'avaient concerné en début de saison 2024, sur lesquelles au final ça s'était passé.
Là, avec la chute des résultats de Red Bull depuis la mi-saison 2024, on savait que c'était pas forcément facile. Ça s'est renforcé avec l'annonce de négociations plus ou moins débutantes ou avérées avec Mercedes pour recruter Max Verstappen. Et donc là, ça y est, boum, viré après Silverstone où Verstappen, à l'issue du Grand Prix, a annoncé que de toute façon, il jouait plus rien, aucun titre. Cette saison, il fallait être lucide. Je vais demander à Suzanne ce qu'elle pense de cette décision pour Red Bull, qui avait toujours été dirigé par Christian Horner. C'est quand même un sacré personnage de la Formule 1 sur les 20 dernières années. Que penser de ça, et puis aussi que penser de l'avenir de Red Bull sur 2025, mais aussi se projeter à 2026, parce qu'il y a eu pas mal de départs quand même ces dernières années chez eux. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu que cet après-midi, il y a 2 cadres de la com qui ont démissionné. Bon, c'est pas, ça va pas changer la perfo du moteur, mais ça montre que, en tout cas, c'est sans doute une affaire humaine. Je trouve ça toujours très surprenant quand on limoge en milieu de saison, surtout sur une saison où il n'y a pas de développement, un team principal. Après, j'imagine que c'est surtout aussi un message à envoyer aux équipes et que ça ne fait qu'illustrer une tension interne qui devait être croissante et qui n'était plus tenable. Parce que Red Bull, c'est pas Alpine, ils changent pas, en tout cas, ils changeaient pas de team principal à la moindre déconvenue. Donc, je pense que la situation était devenue difficilement tenable. Après, je pense que comme tout le monde, la question qui se pose, c'est est-ce que ça veut dire que Max est parti ou est-ce que Jos Verstappen a eu la tête d'Horner pour maintenir son fils? Moi, je me souviens qu'effectivement, au moment des affaires, il avait dit que Max ne resterait pas si Christian Horner était maintenu. Donc, malgré tout, c'était il y a 1 an et demi. Après, on n'en a plus parlé. La situation a pu évoluer. Je pense que les prochains jours nous le diront. En tout cas, j'aimerais pas être George Russell en ce moment. Il en sait peut-être plus que nous. Je lui souhaite, au demeurant. Mais ça va être un sacré challenge quand même pour Red Bull, parce que quand on perd quelqu'un qui a l'idée pendant 20 ans, même si à la fin ça se passait sans doute très mal en interne et qu'il devait y avoir les pour et les contre, changement de moteur, changement de réglementation, peut-être changement de pilote, en tout cas sans doute changement de deuxième pilote, ça je pense qu'il n'y a pas besoin d'une boule de cristal pour le prédire. Changement de team principal, il y aura sans doute, le nouveau va sans doute, Laurent Mekies, j'imagine qu'il s'inscrit dans la durée, pas pour l'intérim de la fin de saison. Il va sans doute nommer des collaborateurs proches, même s'il vient de Racing Bulls. Enfin voilà, ça va faire des moments personnels, donc bon courage pour l'année prochaine. Oui, tout à fait. Effectivement, on dit que c'est pour 2026, mais je pense que de mon avis, c'est un peu tard. Est-ce que tu partages cette vision, Takuma? Et puis, quelle est toi aussi ton analyse? Est-ce que s'il part parce qu'ils ont tout raté en Autriche et qu'il y avait tous les actionnaires de Red Bull qui étaient là? Quelle est ta vision, Takuma? Ma vision, c'est que, alors c'est peut-être exagéré, je sais pas, mais je serais pas surpris que on entre dans une nouvelle ère au global chez Red Bull et que ce soit départ de Christian Horner, départ de Max Verstappen, nouveau pilote, nouvelle réglementation et que ça reparte avec un immense changement. Et comme on sait que Christian Horner était sur la sellette et qu'il n'arrivait pas à maximiser et à faire fonctionner vraiment, on va dire, une voiture que Max Verstappen poussait dans des limites assez folles. Je pense que c'était le fusible idéal. C'est là qu'on voit qu'il y a eu une vraie fracture parce qu'on se souvient des premières années Verstappen, de la période où c'est Ricciardo le numéro 1 et où Red Bull est une écurie, certes de podium, mais qui n'est pas une écurie qui gagnait des titres. Et pourtant, Christian Horner avait jamais été menacé, il y avait jamais de rumeurs de départ, etc. Là où on a bien senti qu'il s'était passé quelque chose en interne et qu'il y avait des frictions assez fortes. Du coup, je serais pas surpris, que Verstappen ait déjà déclaré qu'il allait chez Mercedes. Paraît-il que l'état-major de Mercedes aurait validé le transfert sur le plan économique.
Donc, est-ce que du coup ils veulent faire table rase de tout ça et repartir en 2026 avec un Laurent Mekies à sa tête, peut-être George Russell qui ferait l'échange avec Verstappen, hein, on n'est pas à l'abri. Moi, c'est ma théorie. Je dis pas que j'ai raison, j'ai pas d'infos, hein, commencez pas, mais je pense que ce serait plutôt logique de faire ça. Après, s'ils arrivent à garder Verstappen, bon, je pense qu'ils s'en sortiront pour lui donner une voiture qui sera à minima compétitive. Mais c'est vrai que ils veulent tenter un électrochoc. Ils veulent tenter quelque chose en dégageant Christian Horner maintenant. Je pense qu'il y aurait une autre personne à dégager et c'est Strudel Jean-Marie Le Pen. Mais ça, après, c'est un autre débat. On en a déjà parlé, mais bon, c'est déjà un début pour Red Bull qui va peut-être enfin redevenir une écurie saine. Et du coup, bravo à Laurent Mekies qui a grimpé les échelons, qui était là depuis Minardi, qui était l'écurie avant Toro Rosso, qui est après devenu AlphaTauri, qui est après devenu Racing Bulls, qui est après devenu VCarb. Donc bravo à lui d'avoir grimpé, d'avoir toujours été là. Et je suis très content pour lui, parce que c'est quelqu'un qui montre qu'il est très fort, très bon. Il gère très bien les écuries et je suis très content pour lui. J'espère que ça se passera bien. Et puis voilà. Ok. Je vais demander à Lens, lui qui a les posters de Christian Horner dans sa chambre, comment il vit cette situation qui est quand même assez... C'est marrant parce que bon, on décriait ça, mais dans Drive to Survive, je pense que on a l'impression que la moitié des plans de la série, c'est avec Christian Horner dedans. Il y avait cette rivalité aussi orchestrée avec Toto Wolff, qui est à la fois, on va dire, virtuelle et réelle. C'est un grand monsieur qui prend la porte là. Et qu'en penses-tu? C'est pas qu'un grand monsieur qui prend la porte, c'est Monsieur Red Bull. Dire que c'est le team manager qui a complètement façonné cette équipe. Il était déjà là, ça fait 20 ans hein, quand même. Il était déjà là sur les 4 victoires de Vettel. Il y a eu le passage à vide, la reconstruction, la signature de Max qui l'a un peu volé à Mercedes, hein, parce que pour les adeptes de Mercedes, vous avez failli quand même supporter Max Verstappen dans votre team, hein, ne jamais l'oublier. D'ailleurs, ça aurait été rigolo, Max Verstappen, Lewis Hamilton dans la même équipe, ça aurait pu faire des étincelles. Et donc voilà, c'est en fait à un moment quand tu balayes le curriculum de Red Bull, c'est le curriculum de Horner. Donc c'est totalement, c'est vraiment insane. Et je pense que je vais faire un peu la synthèse de ce qui a été dit entre Suzanne et Takuma. C'est clairement, là on est à mi-saison, il n'y a plus aucune chance aux constructeurs, mais bon ça on va dire, on s'en était un peu douté. Ça commençait déjà à sentir le camembert laissé au soleil par canicule après le Grand Prix d'Autriche avec Max qui ne complète même pas un tour. Et là, le fait que voilà son spin à la relance et sa place de cinquième, c'est mort aussi pour le championnat pilote. On avait encore peut-être une once d'espoir, mais là il y en a plus du tout. Et s'il y a plus d'amélioration vraiment concrète à amener sur la Red Bull de cette saison, il y a une raison. Là, par exemple, sur les 4 derniers Grands Prix, la Sauber fait mieux que la Red Bull. Elle a marqué plus de points. Aujourd'hui, la Red Bull, si tu mets deux Hadjar, ça peut peut-être performer. Mais si tu mets 2 Tsunoda actuellement, la Red Bull, elle fait quoi? Elle joue la 9e place du classement constructeur. Donc finalement, est-ce que c'est le bon moment? Oui, parce que tu laisses comme ça au nouveau team principal le temps de s'installer sur une demi-saison, voir aussi ce que vaut Laurent Mekies, et encore, il a quand même prouvé des choses, mais quand tu as prouvé des choses chez VCarb, tu l'as pas forcément prouvé dans l'écurie mère, hein, coucou les pilotes. Donc on a envie de se dire, Red Bull a essayé le 2e baquet avec tous les mecs disponibles. Maintenant on passe au team manager pour essayer de mettre un dernier coup électrochoc. Et après, et je suis tout à fait d'accord et en phase, pour moi, c'est un des arguments pour permettre de garder Max Verstappen l'année prochaine, c'est d'avoir la tête d'Horner. C'est ce qui était quand même dans les tuyaux depuis un petit moment. Ça fait quand même depuis 2022 que ça pue dans l'équipe.
Horner sauve sa tête l'année dernière parce qu'il Max est encore champion du monde. Mais je suis même pas sûr que si Max n'est pas champion du monde l'année dernière, il saute déjà à la fin de la saison dernière. Donc, il y a eu une petite prolongation. C'est un peu comme Colapinto dans l'Alpine. on se dit toujours où est-ce qu'il va s'arrêter. Mais voilà, je pense que c'était peut-être lui aussi, il avait peut-être un autre challenge à aller récupérer. Et dans la valse des managers, il y aura peut-être des gens à récupérer. Alors, est-ce que Alpine va tenter le coup? J'allais voir, je voyais on quand ne même, sait jamais. je voyais quand même la direction que tu prenais et je pense que tu as fini par faire un peu d'aquaplaning C'est ça. à la fin sur. Oh, laisse-moi rêver, s'il te plaît, Jacques. Laisse-moi rêver. Mais c'est Enfin, vrai rêver, que je sais pas, mais c'est vrai qu'on pourrait s'amuser à faire un peu de science-fiction. Quel est le futur de Christian Horner? Est-ce que voilà, son rêve, c'est un peu le truc qui était monté dans cette rivalité avec Toto Wolff, c'est que Toto, il est actionnaire de son écurie. Et là, il y a Alpine qui est plus ou moins en vente. Bon, on le dit émission après émission, c'est pas officiel, mais bon, on se dit que Briator, il est quand même là pour préparer une vente. Est-ce que Horner s'amuserait pas à racheter Alpine? Bon, pas tout seul, hein, j'imagine, mais pour avoir aussi ce petit truc à lui. Est-ce que c'est débile ou pas, Suzanne? C'est surtout risqué. Je suis pas sûre en termes d'investissement que ce soit le plus sûr. Après, si juste il lève des fonds et qu'il prend quelques actions et qu'il se fait nommer team principal, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose à perdre. Mais aujourd'hui, investir dans Alpine avec Horner, pourquoi pas? Je sais pas. Ça me paraît un peu fou quand même. Après, tu dis ça, c'est parce que t'es pas allé voir F1 au cinéma encore, je pense, c'est pour ça. Non, j'y vais ce week-end. Non, j'y vais demain soir même. T'as peut-être le week-end qui commence tôt, mais voilà. Ok. Ouais. Ok, bah vous inspire quoi d'autre ce remue-ménage? Est-ce que Laurent Mekies, ça faisait pas si longtemps que ça quand même qu'il était chez Racing Bulls. Il y avait quand même des bons résultats. Il y avait aussi ce qu'on voyait avec Adjar qui était capable de belles choses. Est-ce que Takuma lui a rendu hommage déjà? Mais qu'est-ce que t'en penses, Suzanne, d'un personnage comme Laurent Mekies qui quand même va arriver dans un fauteuil qui est vraiment très large, qui est peut-être un peu moins charismatique que Christian Horner, mais en même temps, c'est une image, ça se construit. Ouais, pour le coup, j'espère que ça va pas le mettre en difficulté, puisque c'est quelqu'un qui fait du très bon boulot là où il est. Je pense que le constat est unanime. Par contre, la marche, elle est très grosse et arriver en milieu de saison dans un contexte de tension interne, c'est jamais simple. À la veille d'un changement de réglementation, qui plus est. Donc, ce serait dommage que, un peu à l'instar de Vasseur, je fais un parallèle un peu ténu, mais qu'on a critiqué très très vite sur les résultats, en définitif. Ce serait dommage que ça abîme la réputation de Mekies, alors que ce sera pas forcément de son fait si ça ne marche pas en 26, et que ce sera surtout l'héritage du passé. Il va pas tout changer pour les 7 ou 8 mois qui restent avant le début de la prochaine saison. Donc, c'est un sacré défi. Et c'est à lui de prouver qu'il peut le faire, mais même s'il ne peut pas le faire, c'est pas forcément de son fait. Et je sais pas, en fait, ce qui me manque aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les moyens qui vont lui être donnés en termes d'ingénierie, en termes humains, en termes budgétaires, en termes de marge de manœuvre. Est-ce que c'est juste une annonce destinée à rassurer des investisseurs, à rassurer la com, à rassurer les pilotes, à rassurer le personnel, ou est-ce que vraiment on lui dit vas-y, t'as les mains libres et reconstruis un peu cette équipe qui va pas bien? Tout ça change quand même beaucoup l'orientation que ça peut prendre. Et j'ai rien trouvé. J'ai un peu regardé aujourd'hui et j'ai rien trouvé à ce sujet. Mais c'est sans doute un petit peu tôt. Et puis Red Bull n'est pas non plus l'écurie la plus aucune écurie n'est très transparente, mais Red Bull n'est pas spécialement transparente à mon goût. Oui. Après, bon, c'est vrai que la nouvelle est quand même vraiment très très récente. Hein. Donc après, il faudrait voir un petit peu ce que ça va donner dans les prochains jours. Le prochain Grand Prix, c'est pas tout de suite ce week-end. Il y a un peu de temps avant Spa.
Mais est-ce qu'il y a assez de temps pour, par exemple, 2026 et ce changement de réglementation? On sait qu'il y a quand même des écuries, notamment Alpine, qui ont annoncé qu'ils feraient plus rien jusqu'à la fin de la saison, qui préparaient 2026. Alors, on la connaît cette chanson. À chaque fois, quand les écuries ont des résultats pas terribles, c'est parce qu'ils préparent la saison d'après, et ça rebat pas tant les cartes que ça quelques mois plus tard ou la saison d'après. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce sujet, ou est-ce qu'on peut passer un peu à ce qui s'est passé en piste à Silverstone? Moi, j'espère juste que Red Bull autorisera Canal à mettre le micro sur Mekies les week-ends comme il avait l'habitude de faire à Racing Bulls, parce que je trouve que c'est quand même quelqu'un d'intéressant quand il lui laisse la parole, et du coup j'aimerais que Red Bull autorise ça avec la maison mère. On verra bien. Mais après, là, pour Mekies, j'ose espérer qu'ils lui disent, bon, écoute, on sait que là, t'as 6 mois pour tester des trucs, entre guillemets, pour voir, pour t'acclimater, et qu'ils vont pas le juger sur cette deuxième partie de saison où il débarque en plein milieu de tout ça. Après, j'ai pas de doute, en fait, de lui, intrinsèquement. J'ai évidemment peur de ce qu'il y a tout autour, parce que bon, le Red Bull, ça reste quand même quelque chose d'assez, on va dire, effrayant, et on sait que les habitudes de management de Red Bull ne sont pas des plus clean. J'espère qu'il tombera pas là-dedans et qu'il conservera la très bonne gestion qu'il avait du côté de Racing Bulls, où il semblait être quand même très apprécié des pilotes, et il faisait du bon boulot, comme tu l'as dit, Jacques. Donc c'est tout moi, c'est vraiment ce qui me fait peur, c'est que j'espère qu'il va pas basculer dans le côté Red Bull de la force, et qu'il va rester il va rester Laurent Mekies. Et on en profite, on a quand même dans les 4 plus grosses écuries 2 teams principaux qui sont français, et c'est quand même plutôt la classe. Donc même si on n'est pas à l'abri que Ferrari décide de craquer son slip et de dégager Vasseur pour prendre Horner, parce que bon, les Italiens, on les connaît, hein, c'est toujours dès qu'il s'agit de prendre une bonne décision, ils font l'inverse. Donc bon, on verra bien. Mais pour le moment, on a 2 Français dans les meilleures écuries, c'est quand même plutôt cool. Yes, en effet, c'est vrai. Après, c'est vrai que tu dis il faut qu'il lui laisse 6 mois pour qu'il fasse ses preuves, mais en même temps, pendant ces 6 mois, il peut s'en passer de belles, parce que effectivement, il y a quand même ce point suspendu sur Verstappen, Red Bull ou pas saison prochaine, ou Mercedes. Il y a cette négociation en cours, donc ça va aller assez vite pour Mekies. Il faut qu'il fasse ses preuves pour inspirer l'ami Verstappen. Le plus important pour lui, c'est qu'il débarque dans un environnement où il sait quel sera son pilote numéro 1 l'an prochain. S'il arrive et qu'on lui dit, écoute, Verstappen a signé, on est en train d'avoir un plan pour le remplacer, au moins tu sais que tu peux partir pour la saison prochaine avec George Russell, Colton Herta, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Yuji Ide, je sais pas qui c'est qu'ils vont prendre, hein, mais moi y compris. Ou alors à l'inverse, qui te disent non, mais Max a assuré qu'il resterait, tu sais que tu pars avec Max, c'est quand même différent, parce qu'aussi tu construis des voitures pour les pilotes que t'as. J'ose espérer qu'il va penser à construire une deuxième voiture maintenant qu'il est à la tête de Red Bull, et qu'il va pas juste faire du Max pour Max. Donc ça va être le truc le plus important, c'est qu'il soit fixé très vite pour lui derrière partir sur une ligne de conduite pour les années qui suivent. Ça va être le gros dossier, et j'espère que Red Bull est assez intelligent pour pouvoir décider de ça rapidement, pour pouvoir préparer au mieux 2026. Ok. Et puis, ça pose aussi la question du rapport de force, ou pas de force d'ailleurs, qu'il va avoir avec Helmut Marko. Parce que c'était déjà tendu entre Horner et Marko, mais Horner, il avait, comme tu l'as dit, c'est Monsieur Red Bull. Donc, à voir comment va se passer la relation et quelle est encore l'influence de Marko dans l'écurie face à un jeune dans les fonctions, team principal. Après, moi, parce que ça aussi, ça peut avoir un pouvoir de nuisance fort. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Après, c'est vrai que la part négative qu'Horner avait n'empêche pas aussi Marko d'en avoir une. Et effectivement, comme je pense que c'est Lens qui l'a dit, c'est pas forcément un personnage qui est très apprécié, et pour moi un peu à juste titre vu sa gestion effectivement des pilotes dans cette écurie Red Bull, on va dire. Mais bon, ça ce n'est que mon avis. Ouais, mais je suis d'accord, mais il faudrait pas qu'il bouffe mes caisses, quoi. C'est surtout ça le sens de mon propos, quoi. En effet. Ok, bon, on va peut-être parler de la course alors, et en l'occurrence de McLaren, avec un petit débat un petit peu binaire, comme je les aime,
Voilà, au final, victoire de Norris. On a vu là tout le monde concert de louanges. Ça y est, Norris est revenu et tout. Mais est-ce qu'en fait, c'est pas Piastri qui lui a fait un cadeau tout simplement et qu'il était encore dominé par son coéquipier? Lance, que penses-tu de ma déclaration un petit peu abrupte? Non, c'est complètement ça. D'ailleurs, quand on voit que Piastri, il disait limite à la fin, pousse, non, j'ai eu 10 secondes de pénalité, mais c'est pas du jeu. Il faudrait me rendre la place parce que à un moment, il faut peut-être arrêter les bêtises. Donc, il y a eu une conduite erratique. Tu te prends 10 secondes. La direction de course applique le règlement. Après, il y en a certains qui disent oui, mais c'était pas pareil avec Russell, etc. Bon, on va dire que là, il y a quand même eu, il n'y avait pas les mêmes conditions. C'était quand même sur route humide. Même si on peut un peu blâmer aussi la direction de course d'éteindre très tardivement les feux de la safety car pour leur dire bah les gars, on repart tout de suite. Donc finalement, et c'est comme ça que Piastri se justifie sur son erreur en disant bah oui, mais à un moment ils ont juste éteint. Moi, il me restait finalement 500 mètres pour chauffer mes pneus. Donc finalement, j'ai fait ça, mais c'est plutôt la faute de la safety car que de la mienne. Bon, après, il se prend la pénalité, mais dans les faits, oui. On va dire que Norris a déjà eu des victoires en Grand Prix qui lui ont échappé parce qu'il n'avait pas eu de bol. Là, pour le coup, il bénéficie à la fois de l'erreur de Piastri et du spin de Verstappen qui s'envoie au tas. Est-ce à cause d'ailleurs de l'action de Piastri où il est déconcentré, où il n'a pas pu bien chauffer ses pneus, enfin bref. Et là, ça lui tombe tout cru dans le bec. Mais parce que je suis pas forcément convaincu. Bon, je pense que Piastri aurait finalement passé Verstappen sur la fin de course, mais de là à aller chercher Piastri devant, là j'y croyais pas. Donc à mon avis, Norris pour moi c'est quasiment circonstanciel. Mais voilà, mais après il faut en profiter. Hein. On a loué George Russell qui était le gars qui raccrochait les podiums ou certaines victoires parce qu'il était là au bon moment. À Miami, Piastri récupère la victoire sur un fait de Norris. On va dire que c'est un retour de manivelle et qu'au final sur la saison ça s'équilibre. Donc oui, Norris a eu du bol, mais à un moment c'est celui qui a conduit le plus proprement de la course. Donc au final, il récolte les fruits de sa propreté, quoi. Takuma, t'es team, je me rappelle plus, t'es team Lando ou team Oscar, quoi? Oh. Tu sais pas quoi Voilà. dire. Ça te va comme réponse ou tu veux que je développe? T'aimes pas McLaren, Non, mais t'aimes pas McLaren, t'aimes pas le good of. voilà, c'est. Mais bizarrement, quand t'as un team principal qui est aussi aimable qu'un furoncle derrière, bah, j'ai du mal derrière à tomber en pamoison devant cette écurie, qui en plus aurait pu avoir le bon goût de faire une livrée chromée sur toute la bagnole et pas juste sur le devant pour histoire de tir. Je suis bien d'accord, c'était vraiment horrible ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient pas assez de pognon pour finir le reste de la voiture ou elle était trop lourde? Je sais pas, mais après, si je devais choisir entre les deux, mon cœur ira toujours à Oscar Piastri, ça c'est une certitude. Lando Norris m'énerve parce qu'il y a un mois on disait qu'il était fini et qu'il avait perdu et que mentalement il était pas là, et depuis qu'on a dit ça, il enchaîne les victoires. Et c'est Piastri qui fait des erreurs. Je dis bon, bah maintenant, moi je me tais, c'est ce que je dise. L'expertise avec un grand H, comme ils disent sur Trash Talk. Bien sûr. Mais dans un sens, ça me rassure quand même que Norris se réagisse et montre quand même de quel bois il se chauffe. Au moins, ça nous promet une deuxième partie de saison serrée. J'avais pas envie que Piastri s'envole et que ce soit à sens unique. Là, ça promet quand même une lutte entre les deux. Reste à savoir comment est-ce que la lutte se déroulera en piste. On sait qu'il n'y a pas de règle, si ce n'est d'être fair play, dirons-nous. On verra qui fera une erreur, qui sortira l'autre, etc., etc. Ça, ce sera toujours intéressant. Mais en tout cas, non, Norris a été très solide. Il n'a pas fait d'erreur. Et pourtant, on sait que lui, il avait montré des erreurs sous la pluie, mais
Voilà, peut-être il a eu ce petit boost, ce petit sursaut d'orgueil parce qu'il était chez lui à Silverstone et on sait à quel point c'est important pour un Britannique de remporter à Silverstone. Pour n'importe qui, c'est important de remporter à Silverstone, mais c'est vrai que pour un Britannique, c'est quand même décuplé. En plus, il y avait les tribunes Lando Norris. Alors en plus, très bon choix de couleur, hein, ce jaune qui vire au vert pétant, c'est vraiment toujours d'un très bon goût. Au moins, on peut pas les louper. À deux doigts de se demander s'ils ont un accident sur le bord de la route ou si c'est juste des fans de Lando Norris. Mais après, ça, bon, c'est différent. Mais non, mais en tout cas, je reste persuadé que le titre est pour Piastri cette saison. Mais on verra. Ça, c'est un bon pari, ça, c'est la bouteille de champagne, ça. Là, il y a que 8 points de différence entre les deux. Bah, alors le champagne a déjà été sifflé pour l'annonce du départ d'Horner, donc faut que je rachète. Voilà, désolé. Ah. Ouais, mais c'est la production Barbecue Sport Club quand même. Ah. Ok, et ben toi, Lens, toi aussi tu dis que Piastri c'est bon malgré ce retour en grâce de Lando, l'enfant du pays, qui remporte son Grand Prix national devant ses fans. C'est Piastri aussi? Ouais, je pense aussi exactement comme Takuma. En plus, je suis un peu biaisé parce que je préfère largement Piastri, qui pour moi vraiment les tops du champion. Hein. J'avais déjà développé le côté Vista, le côté vice qu'on peut retrouver chez Verstappen. Ouais, les mecs qui font les faux gentils, un peu comme George Russell. Ça, au bout d'un moment, ça m'énerve un peu. Et ouais. Et donc, au final, c'est bien pour Norris, comme tu l'as dit. Il gagne devant son public. Il avait inauguré sa tribune, d'ailleurs, juste avant, enfin pendant le week-end. Donc, ça reste sympa. Un Britannique qui gagne chez lui, c'est malheureusement pour Piastri. Je pense qu'il gagnera jamais à la maison. Parce que si un jour on a un Grand Prix en Nouvelle-Zélande, c'est qu'il y a un truc qui s'est mal passé. Mais donc non, ouais, moi je suis quand même plus team Piastri et c'est quand même très sympa que les deux puissent se tirer la bourre. Ça, même côté papaye, je pense qu'ils sont assez contents. Comme ça, les deux restent ensemble. Comme ça, ils n'ont pas de décision tranchée à donner. C'est-à-dire que où il y en a un qui prendrait 50 points d'avance, où tu dis que bah quoi qu'il arrive, c'est lui qui est prioritaire. Là maintenant, je sais plus, t'as pas donné le classement des pilotes, mais voilà, il y a 8 points d'écart. Étant donné qu'il y a aucun suspense sur le fait que McLaren va conserver son titre de champion du monde constructeur. Bah au moins si sur les 12 dernières courses, on a du suspense entre les deux et que c'est un coup à toi, moi, un coup à toi, moi, et que c'est finalement un DNF ou il y en a un qui est pas dans les points qui lui permet de prendre. Et si même ça peut jouer au dernier Grand Prix, on va dire qu'on est tous preneurs parce que sinon pour le reste de la saison, il y a au niveau des écuries, il y a absolument rien à dire. La McLaren est vraiment largement devant. Et d'ailleurs, bah, j'ai regardé une petite vidéo de Piello qui donnait un peu des éléments, le pourquoi du comment, cette McLaren, les éléments techniques qui fait qu'elle serait vraiment devant. Et vu que c'est absolument pas des éléments aéros, sauf peut-être un peu les flexi-wing, c'est-à-dire que ces éléments, ils pourraient être conservés la saison prochaine et que même avec un bon moteur, Mercedes, c'est pas forcément garanti de surpasser ces McLaren. Parce que vu que ça se passe au niveau du refroidissement des freins, la suspension à l'avant, et que le flexi-wing, on a vu que, oui, ok, ils ont peut-être perdu un dixième, mais les autres n'en ont pas forcément gagné non plus. Et donc, ils resteraient en tête. Donc, même s'il y en a un qui gagne cette saison, bah, l'autre pourrait quand même gagner la saison d'après. Donc, moi qui pensais que McLaren on pourrait les mettre de côté, bah en fait pas du tout. Ils peuvent essayer de conserver leur titre même en 2026 avec le changement de réglementation, quoi. Mais après, comme on l'a dit, hein, les rumeurs sur le moteur Mercedes qui serait vraiment incroyable ou devant les autres, ça reste des choses complètement. On ne sait pas d'où ça sort. Après, il y a bien Alonso qui a eu le nez d'aller chez Aston au moment où Aston était au fond du seau et ils sont revenus une saison d'après en étant ultra performants. Mais toi, Suzanne, toi, t'en penses quoi de ce débat McLaren? On a quand même vu
parce que Lens il nous dit oui, il y a pas de débat, mais on a quand même eu une pole position de Max Verstappen sur ce Grand Prix de Silverstone et on avait vu quand même Piastri dominer son coéquipier en qualif. Ils étaient pas très éloignés, c'était surtout la performance de Verstappen qui était exceptionnelle. Mais est-ce que t'as pas le sentiment, en tout cas moi j'ai ce sentiment-là, que par moment on sent que Norris est un petit peu avantagé. Alors ça fait un peu discussion de comptoir, mais peu importe. Moi j'ai eu par exemple sur le Grand Prix précédent, j'avais eu ce sentiment-là. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, ok c'est Papaya Rules, etc. Life is beautiful, mais j'ai l'impression qu'ils ont choisi quand même sur cette saison encore. Moi, je suis complètement sûre. Je pense que je vais faire un petit peu le trait d'union entre tout ce qui a été dit. Oui, effectivement, je pense que Norris est toujours le pilote numéro 1 et il était le pilote numéro 1 avant l'arrivée de Piastri. Et avec Papaya Rules, No Rules, quelque part, ils n'ont jamais démenti ça. Donc, No Rules, c'est aussi une façon de maintenir la situation de fait précédente, selon moi, et qu'on retrouve effectivement quand même un peu à l'avantage de Lando, ou rien que dans leur com, ou dans la façon dont Zach Brown en parle, je trouve. Oui, effectivement, et c'est là-dessus que je rejoins Lance. Norris, il fait une course solide et il progresse, il fait de moins en moins d'erreurs. Norris, c'était un pilote qui n'était pas constant et ça faisait partie de ses points de fragilité et il est de plus en plus constant. Et apparemment, petit point technique, ça viendrait aussi du fait que l'amorti, enfin la suspension à l'avant a un peu évolué côté McLaren et que ça correspond un peu plus à son pilotage où avant il fallait vraiment être très très précis dans les entrées et que finalement avec cette suspension il sent mieux la voiture et son pilotage finalement s'améliore et s'en ressent. Ouais, donc ça appuie en plus ce que disait Jacques Laffritte, mais donc j'ai perdu mon fil. Oui, voilà. Il devient plus constant et en ça, effectivement, il méritait de gagner. Mais il gagne parce que, comme l'a dit Takuma, Piastri s'est mis à faire des erreurs. Piastri, il a fait un début de saison très solide. Et Norris, finalement, à mon sens, après, je suis peut-être biaisée parce que, effectivement, je projette beaucoup plus de mental et d'aptitude sur Piastri que sur Norris, même si Norris est un bon pilote, c'est pas la question, mais Norris gagne aussi parce que Piastri, il enchaîne un peu les petites erreurs. Alors, c'est intéressant, c'est deux styles de pilotage et deux approches sportives différentes, je trouve. Du coup, c'est cool à regarder et je pense qu'effectivement, il y a un peu de suspense. Là où on enterre Norris toutes les semaines, comme le disait Takuma, et finalement sa constance nouvelle fait que il tient. Mais je pense que le jour où Piastri débloque complètement son mode je ne fais plus d'erreurs, en tout cas j'en fais le moins possible, Norris il va être loin derrière. Mais effectivement, je me l'étais pas dit, mais une fois que tu le dis, Jacques, ça me paraît. En fait, je vois plus que ça. Oui, leur communication est très axée sur Norris. Ils parlent beaucoup de Norris. Ils parlent encore de la course au titre de Norris, alors que ça fait quand même un beau moment qu'il n'est pas en tête, même s'il s'en rapproche. Donc, et surtout, ils ne sont pas revenus sur le fait que c'était le pilote numéro 1 il y a encore peu de temps avant l'arrivée de Piastri. Donc, pour moi, il est toujours avantagé. Il gagne en constance, tant mieux. Et il a face à lui un adversaire qui doit apprendre à faire moins d'erreurs. En même temps, il est jeune en F1, malgré tout. Et c'est là qu'il va y avoir un vrai différentiel entre les deux. Mais pour moi, Norris n'a pas revêtu son habit de champion du monde. Ok. Alors moi, je voulais juste préciser un truc que Lance a dit, mais je suis pas si sûr que ça. C'est que Piastri, il est australien. On est d'accord, non? Enfin, je sais pas. Mais... Oui, il me semble aussi qu'il est australien, mais il l'a envoyé en Nouvelle-Zélande. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors que c'est l'expert data de Barbecue F1, et là, on a voilà. Ramenez-nous le dessous des cartes. Les drapeaux, c'est les mêmes. Oh, c'est bon. Ouais, il est né à Melbourne. C'est pour raconter ça. Et comme Ricciardo, il vient d'une famille d'immigrants italiens, mais bon, son nom l'indique. Voilà.
Après les immigrants en Australie, enfin c'est bon, on va pas refaire l'histoire du pays, mais c'est intéressant en tout cas. Ok, McLaren, voilà, c'est eux les chefs cette saison. On va voir ce que ça va donner. Alors ils ont jamais parlé d'amitié entre Oscar et Lando, mais on va voir s'il va pas y avoir de plus en plus d'étincelles entre les deux. Alors juste pour faire un point classement pilote, parce que c'est ce dont on parle là, et ce qui a fait justement les déclarations de Verstappen à l'issue de Silverstone. On a un Piastri qui a 234 points, 5 victoires. Norris 226, 4 victoires, donc il était à 8 points. Et troisième position de Max Verstappen, 165 points, donc il est à 61 points de Norris. Et il me semble avoir entendu parler d'une clause qu'il avait avant la pause estivale. C'est que si avant la pause estivale, il n'était pas sur le podium de pilote, il avait le droit de partir comme il voulait. Ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque Norris est derrière lui avec 147 points. Il y a donc un petit écart. Il y a quand même quelques points. On va voir ce que ça peut donner. Donc ok pour McLaren. Alors peut-être revenir quand même sur le déroulé de ce Grand Prix de Silverstone où il y a eu beaucoup de pluie. Il y a eu des pilotes plus ou moins des équipes qui ont été plus ou moins inspirées. Pardon. Et des pilotes qui ont été aussi plus ou moins inspirés aussi. On a vu beaucoup d'erreurs et notamment des rookies. Mais on a vu surtout le premier pilote le premier podium en Formule 1 de Nico Hülkenberg. Une stat que tout le monde a, même en écoutant le Grand Prix ou en lisant les articles en diagonale, cette stat des 239 Grands Prix effectués sans podium, elle a été brisée sur ce dimanche à Silverstone pour Hülkenberg. On avait eu aussi Gasly qui s'est distingué puisqu'il marque quand même des points pour son écurie alpine, sixième position si je ne m'abuse. Ce qui quand même dans un océan de tristesse pour cette écurie française met du baume au cœur, et c'était d'ailleurs un des messages qu'il a donné à l'issue du Grand Prix pour dire que cette victoire c'était aussi pour tous les gens qui travaillaient dans l'écurie, qui essayaient de forcer le destin et qui se l'a donné alors que le bateau était un peu ivre. Et puis on a aussi Stroll qui encore une fois se détache sous la pluie, alors qu'à chaque fois on se dit comme dirait l'autre, c'est le seul pilote en CDI de la grille, et sous la pluie quand même il se fait plaisir. Est-ce qu'il faut de la pluie à tous les Grands Prix en fait, Takuma, parce que là on a bien rigolé, et puis on a vu aussi que ça servait d'avoir de l'expérience, parce que si on fait le listing, Adjar, on a loué son début de saison, mais il se met au tas et puis il défonce Antonelli. Enfin voilà, il n'y a pas un rookie en gros pour en rattraper l'autre. Qu'est-ce que t'as pensé toi de... Il y a Berman qui a survécu. Il y a Berman, mais qui avait pris quand même 10 places de pénalité sur les... C'était quoi? C'était en qualif ou les essais libres? En essais libres 3. Essais libres 3 où il s'est bourré dans les stands. Enfin, à l'entrée des stands. Et il a planté Ocon aussi, hein. Ils se sont percutés les deux d'ailleurs. En effet. Donc, comment t'analyses cette différence qu'on a pu voir entre un Grand Prix normal, où on a du Adjar qui est très performant, même du Lawson qui revenait bien ces derniers temps, et puis là, effectivement, on voit tout l'intérêt d'être quelqu'un de plus âgé, Takuma. Déjà, on sait que la pluie, ça nivelle et ça rapproche toutes les voitures. Il y a beaucoup moins d'aéro mis en jeu, etc. Donc ça se joue au pilotage et on voit ce qui se débrouille très bien sous la pluie. Et Lance Stroll faisait une course fabuleuse. Dès qu'il s'est mis à sécher et faire du beau temps, on a retrouvé la charrette. Hein. Il n'y a pas de piège, le pauvre. Il a dégringolé jusqu'à la 7e place. Bravo à Pierre Gasly, grâce à ses points, Alpine est passé de la dernière place à la dernière place. Donc c'est un bel effort. Bravo Pierre d'essayer de s'en sortir dans ce marasme qu'est Alpine. Après, pour Lawson, il y a mon pauvre, c'est une victime d'Ocon qui est prise en sandwich entre Lawson qui veut lui faire l'extérieur et Tsunoda qui est à l'intérieur. Et Esteban, il est au milieu, il fait, je peux pas m'enlever les gars, hein, donc au bout d'un moment, je suis désolé. Bon, Isaac Adjar, il a eu la même surprise que Verstappen, sauf que Verstappen, il a pu l'éviter et Adjar, non. Du coup, surprise.
On saluera d'ailleurs la création des pneus fluides Pirelli qui marche très bien apparemment, hein, vu que dès qu'il pleut un peu trop, faut surtout pas les sortir. Là, c'est les voitures de sécurité qui sortent et pas les pneus pluie, justement. Quelle est leur utilité? Mais oui, en tout cas, on voit, on a vu pendant la période où il pleuvait les meilleurs sous ces conditions. Et c'est pas nouveau que Lance Stroll, et encore que au Brésil, on se souvient, c'est l'an passé où au Brésil, il se sort tout seul alors que la piste est humide, ce qui m'avait surpris parce que voilà, c'était quelqu'un qui avait prouvé sous la pluie. Bon, je pense qu'il était juste au fond du trou et qu'il en avait plein le dos, hein, comme on dit. Mais il fait une belle course. Les deux Aston dans les points, c'est quand même surprenant. Après, on le sait que la pluie, ça apporte toujours quelque chose de presque mystique sur un Grand Prix de Formule 1. Et bien sûr que c'est mieux quand il pleut. Après, il faut évidemment pas qu'on tombe dans les extrêmes de la mousson en Malaisie quand il faisait la course à chaque fois la saison des pluies, qui faisait comment ça il pleut trop. Bah oui, mais tous les ans vous nous faites la même. Peut-être changer de date, je sais pas. D'ailleurs, ramenez le circuit de Malaisie au calendrier s'il vous plaît, il me manque. Suzuka pareil. Ah, Suzuka quand il pleut, oui, c'est alors bon. Bref, Suzuka sous la pluie, bon. Pas un bon souvenir malheureusement, par 2 fois. Ce que j'oublie pas, Pierre Gasly qui dépasse une grue en plein milieu d'une ligne droite alors qu'elle n'avait pas été prévenue et qui gueule et qui derrière se fait sanctionner par là. Bref. J'aimerais saluer la course de Colapinto, excellent, bravo, pas de dégâts, très bonne gestion, super, bravo à lui. Je pense que Briatore a dû appuyer sur un bouton sur les stands en disant non, ah t'as un truc cassé, non c'est bon rentre. Non, je me disais qu'on ferait un point Alpine parce qu'effectivement on n'a pas parlé du deuxième baquet Red Bull Tsunoda, mais le deuxième baquet Alpine, ça devient c'est très très compliqué. Oh oui, bien sûr. Tu remarqueras, le point commun entre le deuxième baquet Alpine et le deuxième baquet Red Bull, c'est que c'est des écuries vachement bien gérées. Ah non, dommage, ça s'est joué à ça. Ah ça, c'est dommage. Hein, c'est bête. Et là, la chance de Red Bull, c'est qu'ils ont Verstappen, quoi. Et qui peut tirer un maximum d'une voiture qui jouerait pas la 12e place en temps normal, hein, parce qu'on voit Tsunoda, il est 10, 12, 11, 15, 13, 9 en fonction. Mais Verstappen, il est au-dessus. Yes. Et Alpine, ils ont une Alpine, quoi. Ouais, mais je vais poser la question à Suzanne. Comment analyser, bon là on passe un peu du coq à l'âne, mais comment analyser cette performance quand même de Gasly qui quand même réussit encore à être en Q3 à Silverstone, qui arrive à être dans les points avec une voiture qui va pas, un coéquipier qui est dans les choux complets aussi. C'est un peu c'est le Verstappen d'Alpine quand même. Il montre beaucoup de talent cette saison, alors que c'est très dur, non? Enfin, je loue son mental parce que il y aurait de quoi un peu s'effondrer, surtout que l'ambiance ne doit pas être rose à l'intérieur de l'écurie et que ça joue aussi d'être pollué par des sentiments d'échec collectif ou de négativité. Mais Takuma l'a dit, avec la pluie, je crois que c'est toi Takuma qui l'a dit, avec la pluie il y a moins d'aéro et du coup les performances des voitures se lissent un peu et ça permet à Gasly de revenir un peu. Puis Gasly, c'est quand même un pilote qui se débrouille pas trop mal sous la pluie. C'est pas il a jamais. C'est ça. En Normandie, il y a moins de soleil que de pluie, hein, donc. C'est ça. Mais en tout cas, dès qu'il y a quelque chose à prendre, il va le chercher. Et forcément, ça se voit moins parce qu'avec sa charrette, c'est plus difficile pour lui que pour Russell d'aller chercher ce qu'il y a à prendre. Mais on le voit dès qu'il y a l'opportunité de quelque chose, il remonte. Même s'il marque pas de points, il remonte dans les classements quand même assez souvent. Donc oui, je pense que Gasly, c'est un très bon pilote, on le sait. C'est sans doute pas un pilote champion du mondable, quoique j'en sais rien, mais il a évolué depuis son époque dans la Red Bull et puis bon, le deuxième baquet. Mais en tout cas, c'est un pilote qui est solide parce que je pense que d'autres auraient lâché l'affaire depuis longtemps. Ok. Lance, est-ce que tu as envie de faire un petit point sur Alpine ou pas? Parce que donc là, on a vu qu'ils avaient annoncé et confirmé qu'il n'y avait plus aucune évolution prévue sur 2025, donc ils se consacrent à 2026.
sachant qu'ils ont nommé quelqu'un qui arrivera. Je sais plus quand est-ce qu'il arrive, l'ex-pote de Briator, époque Renault, qui travaille pour la FIA maintenant, qui est censé devenir le team principal, mais sans être team principal. Il arrive dans plusieurs mois, donc bon, il a même pas trop le temps de se préparer, il est même pas en train de faire du jardinage en attendant. Il arrivera quand il arrivera, donc là il a quand même un boulot avant d'arriver là. 2026, ça arrive. Voilà, c'est les vacances, c'est les vacances d'été, 2026, Alpine, moteur Mercedes, etc. Et puis un deuxième pilote ça marche pas bien. Alors après, effectivement, c'est pas simple d'arriver en ces circonstances chez Alpine. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Il y a Douane, il est là tous les week-ends. Colapinto, il a plein de sponsors, mais il casse les voitures, il continue. C'était la seule mission qu'il avait, c'était de ramener la voiture à la maison. Comme on dit. Comment tu vois la situation? On avait parlé du départ du patron du groupe Renault, qui faisait que cette vision, on va dire à minima à moyen terme de Alpine Alpine F1 était peut-être un peu menacée. Comment tu la vois encore à quelques semaines après notre point sur eux? Là, on a vraiment l'impression qu'ils sont en mode gestion des affaires courantes, quoi. Donc, il laisse la saison se terminer, on va dire, tranquillement. Est-ce que Colapinto, comme tu l'as dit, pour l'instant, bon, il casse des voitures. Là, apparemment, c'est la boîte de vitesse. La voiture, elle avait pas envie de courir. Elle est restée dans les stands. Le petit point bleu de Colapinto n'est jamais parti, parce que je crois qu'en plus, il est parti dans les stands. Après, Pierrot, lui, pourquoi après, il est aussi payé pour ça. Donc, il continue parce que je pense qu'il y a un salaire qui tombe et qu'il y a des sponsors à honorer, des contrats à honorer. Sinon, de BWT, ils vont pas être contents. Donc là, ouais, on est vraiment dans la gestion des affaires courantes, comme on a pu voir sur certaines écuries, comme par exemple Aston Martin sur des saisons passées où on voit que la deuxième partie de saison, quand la voiture ne tournait pas, tu laissais glisser tranquillement jusqu'à la saison suivante, qui ressemblait à cette saison-là, donc qui laissait couler jusqu'à la saison suivante. Espérons pour eux que la nouvelle usine, où ils jouaient quasiment à domicile aussi, même ils jouaient à domicile, parce que l'usine est sur le circuit de Silverstone, la nouvelle usine Aston. Donc à voir ce que ça va donner, mais là ils sont en roue libre. Il y a quelques écuries comme ça où ils saison essayent d'aller gratter encore quelques places pour avoir un petit peu d'argent, mais pas trop pour avoir de l'aéro et de la simu et du calcul et du calcul la saison prochaine. Donc voilà, faites-vous plaisir, mon Pierrot Gasly, fais-toi plaisir. Vu qu'on va arriver dans des grands prix où il y aura plus beaucoup de flotte quand on va faire tous les grands prix qui sont dans le désert, prends ce qu'il y a à prendre. Et voilà. Là, on est en mode. Après, est-ce que vous pensez pas qu'il va quand même bien rigoler avec Valtteri Bottas d'ici quelques grands prix? Suzanne, t'en penses pas? Après, une coupe mulet où il nous montre ses fesses, il y a moyen de rigoler avec le bon Valtteri. Donc après, on parle de Valtteri, on parle de Pérez. Alors moi, je pense que je préfère quand même Valtteri. Parce que Pérez, il a l'air de jamais trop rigoler. Alors après, c'est peut-être lié à son suivi psychologique qui était effectué par le Cyclope. Mais bon. Toi, vous en pensez quoi là parce que au final, le baquet, le mec, il a décédé d'un Grand Prix là actuellement, non, à Colapinto là, Suzanne. Il lui reste plus qu'un Grand Prix. Il avait quoi, 6? Donc normalement, c'était 5. Normalement, c'était 5. Il a déjà un sursis. Mais il faut quand même rappeler que dans le droit du travail, quand tu cumules plusieurs CDI, au bout d'un moment, on est obligé de te proposer un CDI. Attention, il y a la clause Lance Stroll qui va arriver. Je pense pas que Alpine ait signé des contrats. Alors après, vu les erreurs même qu'ils avaient fait au niveau des contrats, on se rappelle de Piastri, je pense qu'ils ont pu se dire que dans leur gestion internationale, pourquoi pas faire un contrat de travail français pour Colapinto qui amène 50 millions ou je sais plus combien.
Mais j'en doute. Je te laisse. Ouais, puis ils ont un peu de marge avant de le requalifier, mais je pense que ce serait marrant de voir Bottas parce que j'ai l'impression que Bottas, il a passé assez de temps après son baquet de top team pour ne plus être dans l'émotionnel de la revanche. Ricciardo, quand il est revenu, bon, il était toujours pas bon, mais il était plus apaisé parce que il y avait eu un hiatus entre les deux. Et Valtteri, j'ai l'impression qu'il s'est trouvé depuis à titre personnel en tout cas, peut-être pas à titre sportif, mais il a peut-être encore de belles choses à prouver, alors que Pérez, je sais pas s'il s'est complètement remis déjà si tôt de Red Bull. Et puis c'est un pilote plus agressif dans sa façon de conduire. Et là, Alpine n'a pas besoin, surtout vu qu'ils ont une charrette, pas besoin d'avoir les deux pilotes qui se font la guerre. Donc, je pense qu'effectivement, si on annonçait l'arrivée de Bottas, sans faire de mauvais jeu de mots, ça me botterait bien. J'en attendrai pas des miracles parce que si Gasly n'en fait pas, Bottas n'en fera pas beaucoup plus. Mais en tout cas, au moins, Bottas, il a l'habitude de rouler dans une voiture qui avance pas. C'est bon, ça, il a fait le deuil de ça. Ok, très bien. Bah écoute, Takuma, si t'as envie d'ajouter des trucs sur ça, on va peut-être passer à juste, est-ce qu'on prend le temps de rendre faire un petit coucou à notre ami Hülkenberg, ou alors on va peut-être parler de Ferrari et puis ça clôturera notre discussion sur Silverstone. Je te laisse un peu parce que juste pour ajouter sur Ferrari et nos histoires de team principal, il se dit maintenant que Vasseur discuterait d'une prolongation avec des pouvoirs élargis dans la Scuderia, alors qu'il y a une semaine, on était en train de dire que c'est bon, c'était déjà terminé l'aventure rouge. Bah, c'est peut-être parce que les améliorations apportées sur les Ferrari marchent. Parce que sur la qualification, c'est pas la Ferrari qui est en faute, c'est Leclerc et Hamilton. Parce qu'on les voit, hein, c'est eux qui font des erreurs sur le dernier virage où ils perdent un dixième et demi, peut-être un peu plus. Et c'est ce dixième et demi qui leur aurait permis de faire 2 et 3. Je parle pas de faire de la pole, Verstappen, bon. De toute façon, on le sait, Verstappen, sur un tour, il est capable de sortir des temps qui n'existent pas. Donc, bon, à part. Mais tu mets Hamilton 2, Leclerc 3 sur la perf pure. Bon, évidemment, avec des si, on coupe du poids, on la connaît bien sûr. Mais je veux dire, elle était là. Cette place sur le podium en qualif, elle était là. Donc, la voiture, elle marche. Après, on ne sait pas ce qui se serait passé. C'était pas le week-end de Charles Leclerc, en tout cas. Moi, je peux pas leur en vouloir d'avoir tenté un coup, vu qu'il partait 6e. Tu te dis, plutôt que de prendre tu prends le risque sur un premier tour, tu vois rien, il y a l'esprel, machin, ça a séché. Tu prends le risque. Si ça marche, on dit exceptionnel coup, machin. Là, ça marche pas, il fait 14e, donc forcément, on dit il s'est sorti plusieurs fois aussi, quand même. Oui, bien sûr, il a été en galère, mais je parle vraiment du début, du tout début où il fait partie de la vague à rentrer au début pour mettre des slicks. Tout à fait. Et au début, moi, j'aime bien. Je respecte ce choix parce qu'au moins, t'envisages, tu tentes. Moi, ce qui m'a surpris, c'est Hamilton qui a jamais été en mesure de vraiment rattraper Hülkenberg, qui a fait des petites erreurs alors qu'on sait que c'est son circuit. Après, on le sait, toujours un peu en déliquescence avec cette voiture, même si ça semble aller un peu mieux quand même. C'est toujours pas encore ça. Déliquescence. Je pense. Oh, il peut être en déliquescence aussi. Oh, ça va. Tu vois, attends, c'est quand même, c'est Lewis, hein, quand même. Attention. Ok. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière, Hamilton? Rien de mémorable. Rien de mémorable. Non, mais après, il reste la deuxième force. Ils ont que 12 points d'avance sur Mercedes, mais je veux dire, ce sera une belle lutte jusqu'à la fin. Faut aussi remarquer que tous les teams principaux des principales grosses équipes ont soutenu Fred Vasseur, et c'est pas rien. Ils auraient pu jouer une langue de bois en mode on commente pas les rumeurs, machin. Tout le monde a dit c'est quelqu'un de formidable, c'est un super travailleur. L'an passé Ferrari, il passe à rien d'être champion du monde constructeur, c'est pas un hasard, etc. Donc tu vois, c'est quand même pas rien. Je suis pas sûr que Christian Horner aura la même sympathie du reste du paddock. Non, mais la différence quand même par rapport à Vasseur, c'est qu'il a gagné quand même. Ah bah Horner, il a gagné bien sûr, mais Horner, il a fallu attendre 2010 et il était là depuis 2003, je crois.
Bah, c'est simple, Antonelli, de toute sa vie, il a toujours connu Horner à la tête de Red Bull. Bah, il a fait 20 ans chez Red Bull, donc 2005. C'est ça. Bah, il est arrivé en 2005 et ils ont gagné en 2010. Hein. Donc il lui a fallu 5 ans, allez, 4 ans et demi, je sais pas quand il est arrivé, pour que Red Bull devienne l'écurie qui domine. Bien sûr, il est là depuis 2 ans. Hein. Ouais, il est pas. Et en plus, il a récupéré une écurie qui avait appris de mauvaises habitudes, ce qui est compliqué. C'est plus facile de construire que de reconstruire, surtout à existant. Et donc, moi, je me méfie des rumeurs de la presse, surtout la presse italienne. C'est mon côté corso-niçois. Hein, on est presque cousins. Il y a ce petit côté de la surenchère, enfin voilà. Mais ça m'étonne pas en tout cas s'il y a vraiment eu des tractations et ce qui se dessine quand même avec des luttes internes et des infos et des intox qui sortent de l'intérieur dans des guerres de pouvoir sur le contrôle de l'écurie. Si Vasseur a passé ça, c'est normal qu'il le passe en demandant des pouvoirs élargis et en demandant des têtes. Parce que sinon, ça peut pas durer de façon saine. Donc, ça me paraît un résultat de sortie de crise. En tout cas, si on peut appeler ça une sortie de crise, je suis pas sûre qu'il soit sorti de la crise interne, mais ça me paraît logique. Après des rumeurs comme ça de fin de mandat, il allait enterrer sa mère, on a dit qu'il s'était fait virer. Bon, ça me paraît pas illogique en tout cas que sa condition de maintien ce soit ok, mais on fait comme j'ai décidé parce que autrement c'est pas viable puisque ça dénote forcément qu'il y a 2, 3, 4, peut-être 5 mêmes équipes à l'intérieur qui s'affrontent et ça c'est jamais sain dans un collectif de travail et encore moins dans un collectif industriel et sportif. Mais faut quand même garder, enfin moi j'attends de voir la fin de la saison parce que j'accorde peu de crédit à toutes ces rumeurs qui sortent. Je pense que le regain de popularité de la F1, y compris grâce à F1 que je n'ai pas encore vu, joue aussi là-dedans. Enfin c'est très putaclic, mais ça brasse de l'argent pour la presse italienne. Et ils n'ont pas que des journaux de qualité. Ils ont des journaux de qualité, bien sûr, mais ils ont encore une PQR des France, des François là. C'est François, oui, c'est François chez nous qui part un peu en cacahuète. Est-ce que c'est encore considéré comme un journal? Je crois que c'est plus considéré comme un journal. Non, c'est uniquement en ligne maintenant, François. Ouais. C'est même plus papier. Ouais, mais ils ont perdu le fait d'être obligatoirement distribué. Des Italiens comme ça. Donc voilà, je prends toujours un peu de pincette là-dessus. Puis Ferrari, ça fait vendre, ça fait cliquer. Même les gens qui aiment pas la F1, ils connaissent Ferrari. Donc, je pense qu'il faut un peu de distance avec tout ça. Mais en tout cas, effectivement, là où je rejoins Takuma, c'est que Vasseur, faut aussi lui laisser le temps de faire. Horner, il a eu longtemps. Alors, le sortir en milieu de saison, on va pas refaire la discussion de tout à l'heure, mais c'est toujours surprenant. Mais sortir Vasseur au bout de 2 ans et demi en milieu de saison, ce serait vraiment une bêtise à mon sens. Mais voilà. Puis on l'a déjà dit, Ferrari a montré des signes de progrès, ça va vers le bon sens, ça va beaucoup mieux. Je veux dire, il serait là depuis 2 ans et demi et Ferrari est 15e, comme on l'a dit au dernier barbecue. Oui, évidemment que la question se pose, mais là, ça devrait pas se poser. Je suis très impatient de voir à Spa. Il me semble qu'ils amènent encore des choses. Je crois avoir entendu. Alors peut-être que je mélange des écuries, mais ils sont sur la bonne voie. Ils sont évidemment sur la bonne voie. Et je serais pas surpris qu'ils se décident à aller toquer à la porte de certaines personnes chez Red Bull, Ferrari, parce que Horner qui s'en va, on n'est pas à l'abri que certaines personnes qui a un remplacement, on va dire, plus large, parce que il y a peut-être des personnes qui étaient proches de Horner qui auront envie de partir. Il y aura peut-être entre guillemets une fuite des cerveaux, sans dire qu'il va y avoir 180 personnes qui vont partir. Mais on sait que Red Bull, les personnes qui travaillent en un savoir-faire, ça fait quelques années que tu as du Mercedes, du McLaren et même Ferrari qui ont récupéré aussi des gens de Red Bull. On serait pas, voilà, je serais pas étonné qu'il y en ait d'autres. Et ça sera intéressant à suivre, voir comment Ferrari va évoluer. On sait que de toute façon, la saison prochaine, ça va être une remise à plat de plein de choses. Et il y a une écurie qui pourrait potentiellement
être moins largué que ce qu'on pouvait espérer, et comme ça je te fais une transition, c'est Kick Sauber qui viendra Audi, qui apparemment semble être en mesure d'apporter des pièces qui marchent sur l'écurie, de créer un environnement pour aller chercher des points, et peut-être que finalement le projet Audi partirait pas avec la même base qui était très peu solide qu'est-ce qu'il y avait au début de saison. Là, l'écurie semble quand même bien mieux. Ça a l'air de très bien travailler, de bien comprendre la voiture et de savoir comment l'améliorer. Donc en vrai, ça va rebattre pas mal de cartes et ça sera intéressant de voir si Audi arrive finalement avec une voiture déjà prête sur la première année de la réglementation. Ouais, mais c'est sûr que effectivement, Sauber là sur les derniers grands prix, avec les évolutions apportées, ils ont eu des grands résultats. Donc c'est assez surprenant. En tout cas, on s'y attendait pas trop. Après, bon, comme on l'a dit, hein, Alpine, même avec les points marqués par Gasly, ils sont toujours derniers. Et puis on avait eu ce passage à vide de Williams au niveau technique. Bon, là, il y a Albon qui marque 1 point, si je ne m'abuse, ou 2. 4, voilà. 1, 2, 3, 4. Sur ce Grand Prix. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur Silverstone, en plus de ce qu'on a dit? Vas-y, Suzanne. Mercedes, ils ont foiré leur stratégie. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a des dissonances entre Russell et Toto Wolff. C'est la première fois que je les entends, en tout cas, puisque Toto Wolff a dit c'était de la merde la stratégie. Je pense qu'on peut tous conclure la même chose. Et que le deuxième arrêt, il est demandé par Russell. Et Toto Wolff dit c'était de la merde, mais la pire décision c'était de le faire partir, enfin le premier arrêt au premier tour, enfin au deuxième. Mais Russell réinsiste dans la presse en disant non, c'était une bonne idée, fallait essayer. Ce qui est étonnant parce que d'habitude Mercedes il parle plutôt d'une voix. Donc genre la silly season, ça laisse peut-être augurer des choses, mais en tout cas effectivement j'ai pas compris pourquoi. Enfin bon bref, ça a pas marché. Après si ça avait marché on aurait dit que c'était des génies, c'est toujours la même chose, mais c'était quand même pas incroyable. Ok. Lens, Takuma, quelque chose à dire? Non, c'est fini. C'est fini. On passe. Bravo Hülkenberg, quand même, il faut le dire. Il fait une course superbe. Le nombre de fois où on pensait qu'il avait ce podium et qu'il fait une erreur et on pensait qu'il ne l'aurait jamais. Et c'est avec une écurie où on imagine faire que des 17e places qu'il arrive à sortir un podium dans un des plus beaux circuits du monde en faisant une course parfaite. Et en vrai, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y avait vraiment tout le monde était content pour lui. Vraiment, tout le monde était heureux pour lui. Ouais. C'était unanime et ça fait vraiment plaisir à voir. Le premier à le féliciter, c'est Verstappen à la radio qui lui fait un signe aussi sur la ligne droite, qui va le voir après quand il est sur le podium, enfin en bas du podium, Bortoleto qui court le prendre dans ses bras et lui dire t'es une légende exceptionnelle. Non, franchement, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir qu'il a enfin eu son podium. Et qu'il a pu enfin profiter. Bon, même s'il il est tombé sur l'année où ils offraient des trophées en Lego. C'est marrant. Ça. Alors bon, il était content pour sa fille. Il disait, on jouera avec, c'est pas gênant, mais je pense que sincèrement, t'es dans une situation où ils auraient pu lui donner un bout de bois. Lui, c'était la Coupe du Monde, clairement. Mais voilà, je suis très content pour lui. C'est un pilote qui a pas eu de chance, qui s'est toujours battu, qui avait le talent pour être en Formule 1 et qui a enfin eu ce petit truc qui va dans son sens. Et j'étais très heureux, très très heureux pour lui, même si ça veut dire que la série de 12 podiums consécutifs de Lewis Hamilton à Silverstone s'est arrêtée. Et ça, dommage. J'avais pas... Ouais, mais je crois que dimanche, personne, très peu de gens étaient pour le podium de Lewis Hamilton. Complètement. On était tous derrière Hülkenberg. Totalement. Ok. Bon, on va dans ce cas passer à notre fameuse rubrique des pronostics, puisque le prochain Grand Prix, c'est pas tout de suite. Il me semble que c'est la date exacte. Dans 3 semaines, non? Dans 3 semaines, ouais. C'est Spa. C'est le 26. Le 25-26. J'étais là, 25-26. 27, Dans ma tête, c'était 27. Le 27 juillet avec un sprint. Avec un sprint le 26 à Spa. Ouais. Quelle belle idée, mais quelle belle idée. Et donc et c'est un double header d'ailleurs, messieurs, dames, puisque nous enchaînons Spa-Francorchamps qui va être cool. Et derrière, le Siestotron
du Hungaroring, ça va vraiment être bien. Takuma, t'as des vacances bientôt, Takuma? Parce que t'es un peu septembre. Il va falloir tenir l'été, hein, surtout. Je vais être en vacances pour Monza et Bakou. Ouais. 2 circuits plutôt intéressants au demeurant, même s'il y en a un dans un pays qui devrait pas avoir le droit d'être au calendrier, mais ça dépend de. Bref, de toute façon. Je parle évidemment de l'Italie, bien sûr. Je plaisante. Mais non, moi je vais rester là pour mater Belgique, Hongrie, Zandvoort. Je serai là présent au rapport pour cet été. Ça va être. D'accord. Non, parce que j'ai l'impression que t'es un peu plus piquant que d'habitude. Peut-être besoin de. Je sais pas de. Non, tu es toujours comme ça. Tu veux cacher un peu ta nature. En tout cas, Spa 2024, c'était une victoire d'Hamilton. Suivi de Piastri, suivi de Leclerc, si je ne m'abuse. Tout à fait. Que va-t-il se passer en 2025? J'ose poser la question, et je le dis les yeux dans les yeux. Qui va remporter ce Grand Prix de Spa dans 3 semaines? Takuma, je te pose la question. Juste pour rappel, Takuma avait annoncé une victoire de Verstappen à Silverstone avec un Lewis Hamilton et un Norris derrière lui. Voilà. Ça aurait pu. C'était pas déconnant. Voilà. J'ai encore une fois raté, mais est-ce qu'on est surpris? Non. Okay. C'est juste à cause de la pluie. Sans la pluie, tu gagnais. Sinon, tu serais déjà en vacances, là, avec du côté de... Mais moi, sur Spa, j'y retourne sur Verstappen premier. Hein. Moi, j'y retourne. J'y crois. J'y retourne et je mets Piastri 2e et je mets Leclerc 3e. Waouh. Ok, intéressant. Hein. C'est pas déconnant non plus, mais ouais, non, c'est pas déconnant. Si je remonte dans les années 2023, qu'est-ce qu'on avait eu? Si on avait une victoire de 2023, c'était Verstappen devant Perez et Charles Leclerc encore 3e. Il faut savoir que l'an passé, c'était Russell qui avait gagné, mais disqualifié parce que sa voiture avait été trop légère. Ouais, ah oui. En effet, il y a eu cette disqualification. Et puis l'année d'encore avant, c'est quand il avait fait P2, mais sur les qualifs. Oh, cette magnifique course, non. Lance, on avait annoncé Piastri, Norris, Russell sur Silverstone. Je te laisse annoncer. PSG. J'étais parti sur un plat du pied sécurité. Là, on va recommencer, hein, mais pour moi, Piastri va reprendre le lead. Limite, la cote, c'est que Norris n'est pas 2e, il est 3e. Et pourquoi pas mettre un Verstappen en 2, mais bref, sans trop y croire, parce que je suis pas forcément convaincu. Est-ce que Verstappen va nous refaire le coup de je mets un aileron arrière où il y a juste une lame ou en configuration Monza? C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'il y avait cette configuration de l'aileron arrière un peu particulière pour Verstappen. Ok, bon, moi je vais pas faire trop différent de toi. Je vais faire du Piastri, Norris, Verstappen. Voilà, calmement. On est aussi sur un plat du pied sécurité, peut-être pied gauche. Et toi, c'était pied droit. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des actus, des choses à annoncer en plus? Suzy, elle a pas le droit, apparemment. Ça y est, nickel. C'est honteux. Bravo. Super, bravo. Quelle indignité. Excusez-moi. Pardon. Non, je suis désolé. Non, mais en plus, je me suis fait piquer mon prono par Lance parce qu'au début, je voulais dire comme lui, Piastri, Verstappen, Norris. Mais bon, du coup, pour le fun, je vais un peu me rebeller et je vais dire Piastri, Verstappen, Leclerc parce qu'il voilà. Parce que t'aimes pas Norris. Parce qu'il a souvent fait P3. T'aimes pas Norris. Mais si, mais je sais que je vais perdre de fait, mais bon. Ok. Bon, désolé, Suzanne. Moi aussi, j'ai besoin de vacances. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, juste pour dire, effectivement, on a fait quelques allusions pendant l'émission sur
le film F1, on se dit que ça serait sympa qu'on fasse une petite discussion autour du film, en tout cas de ceux qui l'ont vu, peut-être même de ceux qui l'ont pas vu, ça pourrait être encore plus drôle, je ne sais pas. Et ça va peut-être venir justement là il y a quelques semaines sans F1, sans Grand Prix le week-end, donc c'est peut-être l'occasion de faire une émission spéciale consacrée à ce film-là. Moi je l'ai vu. Est-ce que autour du barbecue, là, il y en a qui l'ont vu? Suzanne a dit qu'elle allait le voir ce week-end-là, ce week-end qui arrive jeudi soir. Si seulement c'était le week-end. C'est ça. Takuma, Lens, vous êtes pas trop ciné, vous avez qu'est-ce que vous allez aller le voir? Non. C'est pas garanti. Non, moi j'aurais pas le temps, je pense, d'y aller. Mais sachez que le cinéma français, je vais pas au cinéma, mais j'ai une carte UGC, donc grâce à moi, le cinéma français continue. Je suis une véritable merde, hein, mais bon. Mais peut-être que pendant l'été, mais ouais, je sais pas si j'aurai le temps de vous. Okay. Déjà que j'ai pris Netflix et que j'ai 7 ou 8 saisons de Drive to Survive à rattraper, donc bon. Okay, peut-être okay. que... Ouais, tu peux en oublier quelques-unes au milieu. Franchement. Je sais pas ce qui vaut le mieux. Ok, bon bah voilà, donc moi c'était un peu l'actu à venir pour Barbecue F1. À mon avis, faire cette émission-là. Alors on verra si on fait ça semaine prochaine ou semaine d'après, selon les disponibilités des gens. Voilà. Est-ce que vous avez des trucs à annoncer, vous? Destination de vacances? Non, rien du tout. Rien du tout. Victoire du PSG. Si, moi j'ai fait mon pot de départ et du coup mes collègues m'ont fait déjà ils ont utilisé les apprentis de la com pour faire un montage de moi sur le corps de Charles Leclerc. Donc voilà, je à la place de Charles Leclerc. À la place de Charles Leclerc. À la place de Charles Leclerc, ouais. Oui, pas sur le. Oui. Ma tête avec son corps en dessous. C'est toujours pas clair. Bon, c'est pas grave. Mais surtout, alors c'est très mignon, ils m'ont fait une cagnotte pour que je puisse aller voir un Grand Prix. Wow. Mais comme il n'y avait plus de place, ce sera pour la saison prochaine. Par contre, je crois qu'ils ne se sont pas rendus compte que la F1, ça coûtait très cher. Mais c'est toujours un point de départ. Donc voilà. Maintenant, t'as choisi un peu T'as choisi un peu ton Grand Prix Je vais faire un Grand Prix européen parce que j'ai une belle cagnotte, mais bon, ça paye déjà pas la place. Et à Barcelone, il fait trop chaud quand même, donc je pense que peut-être Spa ou l'Autriche. Monaco, c'est couillon, hein. Je peux être logé gratos juste à côté, mais j'ai pas les moyens. Okay. Il manquait 1, 0 ou 2 sur ma cagnotte de pot de départ. Ok, non, en tout cas, c'est cool. Et puis, c'est surtout sympa d'avoir à réfléchir à ce genre de problématiques. Ça fait en tout cas, Jacques, sache-toi que tu es invité à un pot de départ qui aura lieu en fin de semaine d'un certain Christian H. Il est en train d'envoyer les premières invitations. À voir, il paraît que c'est du côté de l'Angleterre, à voir, dans une grande baraque. Bon, écoute. Pareil qu'il il a appris aujourd'hui son départ de l'entreprise dans laquelle il était là depuis 20 ans. Écoute, apparemment. Il y aura peut-être une ancienne Spice Girl à l'animation musicale. Paraît-il. Ouais. Écoute, pourquoi pas. Mais normalement, c'était pas mon plan pour ce week-end. Il va falloir que je m'adapte. Je suis du côté pas du tout de ce côté-là. Ok, les gars. Des choses à ajouter, Takuma, Lens, ou c'est bon, il y a que... Ah, aussi, pour rajouter, j'aimerais que la personne qui a fait un rituel vaudou sur Victor Martins se dénonce, parce que là, ça commence à être chiant, en fait. J'ai jamais vu un mec aussi poissard, c'est pas possible. C'est relou, quoi. C'est marrant 2-3 Grands Prix, mais là, laissez-le tranquille, c'est pas possible, sérieusement. Démarre à bouton, Victor. Ok. Ah, ça me fait de la peine. Ok, petit point d'étape, Lens, je parle pas du Tour de France, le PSG, ça va? Ça tourne, t'es bon, tu respires? Petite victoire par un faible score 4-0. Donc on file en finale. On a humilié le Real. On va peut-être nous lâcher des avec Kylian Mbappé. Donc c'est bon. Okay. Après, il parle du Real, mais c'était le Real Salt Lake City, bien sûr. C'est ça, exactement. Ok. Par contre, il faudrait rapidement terminer l'émission parce que j'ai un débrief du Paris Saint-Germain à faire, moi. Ok. Bon, en tout cas, merci Lens d'avoir participé à cette émission et puis merci Suzanne. Un grand plaisir Takuma. comme d'habitude, mon Jacques. C'était cool ce petit barbecue avec pas mal d'actualités assez fraîches et croustillantes. En tout cas, des rebondissements qui animent la saison de F1. Même si on voit bien que McLaren
McLaren ils tiennent le bon bout. Après, qui de Lando ou d'Oscar va l'emporter, vous le saurez lors du prochain barbecue. Dans on ne sait pas combien de semaines. Peut-être ça sera pour parler de F1. En tout cas, merci à tous et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.